Bonjour et bienvenue pour la 4e vidéo de notre série consacrée aux enjeux du développement durable. EY s'est fixé des objectifs très ambitieux en la matière pour sa propre activité et accompagne depuis plus de 25 ans ses clients dans leur stratégie comme dans la mise en œuvre de leur transition. EY met à leur service son expertise pluridisciplinaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler innovation grâce au développement durable et au service du développement durable. Pour cela, nous avons deux invités que je vais vous présenter. Alors, je me tourne d'abord vers vous. Hélène Valade, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous présente. Vous êtes directrice environnement chez LVMH depuis janvier 2020. Vous avez débuté votre carrière à l'IFOP et en 2005, vous avez rejoint le groupe Suez Environnement comme directrice du développement durable de Lyonnaise des Eaux. En 2014, vous êtes promue à la tête de la direction développement durable de Suez. Vous êtes également cofondatrice et vous avez présidé le Collège des directeurs du développement durable et vous l'avez donc présidé jusqu'en 2016. Depuis 2018, vous êtes à la présidence de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci encore d'être parmi nous. C'est un plaisir. Je vous présente maintenant Éric Munier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes associé EY, Éric Munier, au sein du département Climate Change and Sustainability Services. Votre spécialité à vous, c'est le conseil en environnement et en RSE depuis plus de 25 ans. Vous intervenez dans des entreprises françaises et européennes de toute taille. Votre mission, c'est de les aider à concevoir et à piloter des démarches RSE, en particulier sur la dimension offre de biens et de services durables. Vous êtes aussi en interaction avec les pouvoirs publics sur les politiques de consommation durable, notamment les questions d'affichage environnemental sont dans vos cordes. Alors merci encore à tous les deux et je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet, l'origine et l'état des lieux de l'innovation durable. J'aurais envie de vous poser la première question, Hélène Valade. Depuis quand est-ce qu'on parle d'innovation durable et quand cette préoccupation est-elle apparue ? Oui, c'est une bonne question d'essayer de voir quand on a mis le focus, vraiment le projecteur sur l'innovation, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Et au début, notamment au moment de la loi NRE en 2001, les entreprises étaient extrêmement attachées à une sorte de compliance, donc de mise en conformité de leur politique par rapport aux réglementations qui arrivaient sur le sujet de la RSE. Et donc, on était plutôt dans un enjeu soit de gouvernance, soit de mise en conformité, de sites industriels, enfin tout ce qui était à la main de l'entreprise. Et l'enjeu de la transformation d'un modèle pour s'adapter aux limites planétaires s'est installé petit à petit, a nécessité qu'on transforme le modèle et du coup que l'on fasse de l'innovation. Alors après, et ça c'est un peu ma casquette ORS, en fonction des secteurs d'activité, l'innovation a porté sur plusieurs types de sujets, mais l'enjeu c'était vraiment au fond d'appliquer ça aux produits, aux matériaux, en se posant la question quelle est l'innovation que l'on peut apporter pour que l'empreinte environnementale d'un service, d'un produit soit diminuée de manière conséquente pour répondre aux enjeux à la fois du climat et de la biodiversité. Alors j'ai un peu la même question, Éric Munier, pour vous. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, émerger cette notion d'innovation durable ? Alors, pour compléter la réponse d'Hélène, il y a 25 ans, on parlait surtout d'amélioration des process de fabrication. On était sur la réduction de la consommation d'eau, réduction des déchets, etc. Et petit à petit, avec aussi le développement d'outils de mesure qui ont permis de voir en fait sur l'ensemble du cycle de vie quel était l'impact d'une activité, on a pu se rendre compte que souvent, en tout cas les produits de grande consommation, 3/4 de l'impact d'une entreprise ne vient pas de la fabrication même, mais de tout l'amont, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a dans les achats qui va permettre de fabriquer derrière un produit et éventuellement l'usage du produit. Et donc, cette prise de conscience a amené à se dire que finalement, si on travaille sur l'innovation, on peut avoir un impact maximal, un levier d'effet maximal sur l'ensemble de l'impact d'une activité. Et puis tout ça a été quand même poussé, favorisé, accéléré par la réglementation de toutes sortes, qui d'abord aussi a porté sur la production, mais petit à petit a porté davantage sur la conception des produits et sur sa fin de vie. Et je pense en particulier aux réglementations sur la responsabilité élargie du producteur, qui en fait impose à tous les fabricants de se préoccuper de la fin de vie des produits et combien ça coûte, et donc assez rapidement de la conception des produits. Alors Hélène Valade, est-ce que cette innovation durable aujourd'hui, elle est crantée, systématisée chez LVMH ?
Est-ce que vous pouvez nous dire à quel niveau de maturité vous êtes et comment éviter le greenwashing? Oui, la dimension d'innovation, elle est absolument centrale chez LVMH. On est d'ailleurs passé d'une logique de créativité, en fait on est un groupe de créatifs, à une logique d'innovation, mais innovation dans une finalité bien précise, qui est celle en effet de l'amélioration de l'empreinte environnementale, climat et biodiversité des produits de LVMH. Et pour cela, il y a une roadmap qui s'appelle Life 360 et qui propose à l'ensemble des maisons, parce que LVMH c'est 75 maisons, 70 000 collaborateurs, et donc qui propose des trajectoires et des objectifs partagés par l'ensemble des maisons, et notamment sur l'éco-conception des produits. Et l'éco-conception des produits, elle nécessite de l'innovation durable, parce qu'il s'agit bien de faire en sorte que l'excellence de nos produits, elle soit aussi environnementale. Et c'est comme ça qu'on est en train, au fond, de casser un certain nombre de codes. Je vais me permettre de prendre un exemple. Le packaging dans le luxe a souvent été, pour qu'il soit luxe, considéré comme devant être un peu lourd, il a du poids. Bon. On est en train de casser ça, parce que qui dit poids dit davantage d'émissions de CO2, par exemple, notamment dans les transports. Et donc l'innovation, elle a consisté à aller imaginer d'autres types d'emballages, notamment pour une de nos bouteilles de champagne qui s'appelle Ruinart. Le packaging classique n'existe plus et à la place, c'est une seconde peau qui épouse la bouteille. Résultat, 80% de CO2 en moins sur chacune des bouteilles. Donc voilà, c'est ça l'innovation durable, en tout cas, c'en est un exemple. Alors Hélène Valade nous parle du processus en marche chez LVMH. Éric Munier, qui avait un poste d'observation sur plusieurs entreprises, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous observez dans les différents secteurs et entreprises dans lesquels vous intervenez? Alors, la question est assez large. Déjà, on peut dire qu'en termes d'innovation, on peut regarder l'innovation en termes de matières premières, comme de business model complet, comme de processus de fabrication. Donc, en fait, je pense que Hélène a donné quelques exemples, mais on peut voir l'ensemble de ces choses à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a des secteurs qui sont vraiment engagés dans une transformation, on va dire, systémique. Souvent des secteurs qui reçoivent une pression très forte, soit de leurs clients. Donc en B2B, c'est vrai que dans l'alimentaire, dans le textile, dans la cosmétique, on a en fait une pression forte des clients. Donc ces secteurs ont engagé des transformations assez systémiques. De la même manière, des secteurs plutôt B2B, mais qui sont très fortement contributeurs, notamment au changement climatique. Donc je pense au transport, au bâtiment, à l'énergie. Donc on est en face là on a des gens qui innovent, qui inventent des nouvelles sources d'énergie, qui inventent des nouvelles formes de mobilité. Donc voilà, on a ça. Et puis après, il y a des secteurs qui sont en cours de transformation et qui ont développé une offre durable au sein d'une offre plus globale. Typiquement dans l'alimentaire, voilà, vous avez les gammes classiques et puis vous avez la gamme bio, vous avez le packaging normal et puis éventuellement le vrac. Voilà, donc vous avez comme ça des innovations plus ponctuelles qui ne sont pas encore systémiques. Et puis enfin, vous avez des secteurs qui cherchent encore leur transformation ou qui cherchent la manière de le faire, mais qui potentiellement aussi sont apporteurs de solutions pour d'autres secteurs. Je pense des secteurs plus ou moins matures, c'est toujours délicat, mais dans l'IT, dans les médias, voilà, on a des acteurs pionniers qui ont vraiment franchi le pas et d'autres qui sont encore en train de chercher comment être un acteur à impact. Alors, vous avez dressé tous les deux la photo de l'innovation durable. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'aimerais qu'on regarde maintenant devant nous les perspectives de cette innovation durable. Alors, tout d'abord, Éric Munier, comment ancrer la durabilité dans l'innovation? Alors, je pense qu'évidemment, il y a une vision. Il y a une vision avant tout. C'est la vision qui donne envie de créer et qui va mobiliser. Et donc, cette vision, elle émerge d'une réflexion sur c'est quoi ma contribution sociétale demain, à quoi je sers en tant qu'entreprise, à quoi je sers à la société. Et c'est ça qui va permettre de construire la vision. Et ensuite, une fois qu'on a une vision, il faut la gouvernance qui va avec et qui fait encore souvent défaut parce qu'elle est complexe à mettre en œuvre. Le développement durable, c'est comme des sujets très transverses. Et on sait bien que les sujets très transverses, ils sont toujours compliqués. Donc voilà, la vision, la gouvernance, évidemment les outils, parce que le développement durable, c'est un sujet compliqué. C'est la rencontre de multi-contraintes souvent.
Et donc, il faut arriver à donner des éléments, des outils pour que des non-experts sachent quoi faire. Et souvent, le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Et puis, voilà, déjà, si on a ça, déjà, je pense que c'est bien, mais je vais laisser Hélène compléter. Oui, et puis du coup de l'innovation qui peut émaner de la recherche fondamentale et qui peut être appliquée sur des choses extrêmement concrètes, notamment sur les matériaux. Nous, c'est un enjeu extraordinaire chez nous. Hein. Quels sont les matériaux sur lesquels nous pouvons innover pour baisser leur empreinte, surtout d'ailleurs sur la biodiversité. Et là, je vous rejoins, on a besoin d'outils. Parce que voilà, il faut prendre des décisions entre différents types de solutions et il faut qu'on soit outillé pour cela. Et puis, il faut que ça soit véritablement, comment dire, imprégné dans la culture de l'entreprise. Nous, ce qu'on est en train de considérer, je suis très très modeste là-dessus parce qu'on est vraiment au début de cela, mais c'est en train de révolutionner notre propre processus de créativité. C'est-à-dire, la créativité jusqu'à maintenant, elle partait de l'idée. Et peu importait au fond les matières, il fallait que les matières soient là pour incarner cette idée. Et là aujourd'hui, on commence à voir s'inverser ce processus-là, c'est-à-dire quelles sont les matières à disposition, quelles sont les matières recyclées, quelles sont les matières avec des fibres biosourcées qui peuvent inspirer les designers. On vient par exemple de sortir un sac dans une de nos maisons qui s'appelle l'OEV, qui est uniquement fabriqué à partir de chutes de cuir. Et ce sac est très beau. Et puis en même temps, il a une empreinte extrêmement réduite par rapport à des sacs plus traditionnels. Et donc pour cela, il y a un moment où il faut mettre aussi des moyens sur l'innovation. On a, et juste une petite information encore un peu confidentielle comme projet de véritablement implanter un centre de recherche appliqué justement sur ces nouveaux matériaux dans une perspective de durabilité. Et je pense qu'il faut qu'on systématise cela. Pour ça, on a besoin, et vous avez raison, d'outils de décision. Quelle est la meilleure innovation au regard de cette équation très complexe, impact sur la biodiversité, impact sur le climat et impact sur les communautés locales ou sur l'humain de manière plus générale. Alors, Hélène Valade, vous parlez d'outils, comme Éric Meunier d'ailleurs. Est-ce qu'un des outils pour accélérer l'innovation durable, c'est la collaboration au sein d'une même filière avec ses fournisseurs et avec ses clients, et voire encore plus loin, collaborer entre entreprises concurrentes d'un même secteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que à la fois l'ouverture et en effet la collaboration entre différents types d'acteurs, que ça soit des entreprises d'un même secteur, des fournisseurs, des chercheurs, des ONG, elle est absolument clé dès lors qu'elle s'applique sur des objets très concrets. Il ne s'agit pas, et je pense qu'on est sorti un peu de cette époque des grandes alliances qui se construisaient justement pour favoriser la prise d'engagement. Là, on est passé à autre chose. Ce sont des alliances pour travailler de concert sur des choses très concrètes. C'est ce qu'on est en train de faire avec L'Oréal et d'autres d'ailleurs pour créer les outils de mesure de l'empreinte environnementale des parfums et de la cosmétique. Voilà, donc pour trouver les bons indicateurs, on est évidemment plusieurs à être autour de la table. Et tout ce que va pouvoir permettre l'économie circulaire dans nos métiers du luxe, là aussi, il nécessite que nous ayons des partenariats avec des startups pour s'occuper de la seconde vie, voire de la troisième vie de nos produits. Franchement, tout est à inventer et ça ne se fait pas tout seul. Merci beaucoup. On voit bien l'appel à collaborer, voilà, à ne pas rester seul dans son coin. Éric Meunier, vous avez fait référence tout à l'heure à la réglementation, à la responsabilité élargie du producteur. On voit bien que cette notion d'intervention des pouvoirs publics a un rôle à jouer. Est-ce que, d'après vous, les entreprises sont conscientes que si elles anticipent la réglementation et qu'elles ont un coup d'avance, elles auront en fait un avantage concurrentiel par la suite? Je pense que les pionnières en ont conscience, mais pas toutes. Et c'est vrai que en matière de développement durable comme ailleurs, en fait, quand on anticipe une réglementation, on dégage un avantage concurrentiel, mais quand on le subit, on est finalement comme les autres. Et je prendrai comme exemple l'affichage environnemental, hein, qu'on connaît bien. On a contribué au récent rapport de l'ADEME sur le sujet. Des entreprises comme Decathlon, par exemple, qui, il y a une dizaine d'années, ont déjà engagé un scoring de leurs produits et de l'afficher sur leurs produits, quitte à ce que les scores soient mauvais, mais
Ça leur permettait d'engager en interne aussi une volonté d'amélioration. Donc ces entreprises comme Decathlon ont en fait, en affichant ça, affiché aussi leur engagement vis-à-vis des consommateurs, leur engagement à améliorer les produits. Et donc, ils ont de ce fait contribué à améliorer leur image. Le jour où l'affichage environnemental s'applique à toutes les entreprises, cet avantage n'existe plus. Alors, une question que je vais poser, la même question exactement à vous deux. Quels sont d'après vous les défis qui restent encore devant nous, encore à relever? Éric Meunier, peut-être? Alors, le défi pour beaucoup d'entreprises, je pense, c'est encore de passer d'un modèle défensif. Hélène a parlé d'un modèle de compliance historique, mais qui pour certaines entreprises est encore vu comme cela, à un modèle offensif où l'innovation durable va faire la différence. Typiquement, voilà, pensons à Tesla. Pensons à Tesla qui a renversé en fait la question de la mobilité électrique en rendant en fait le durable désirable. Et c'est ça pour moi le vrai défi qui va permettre finalement à amener l'ensemble des clients et consommateurs vers des produits durables. Hélène Valade? Oui, je pense que c'est le passage à l'échelle, le principal enjeu. On a expérimenté beaucoup de choses, on a testé beaucoup de choses. Maintenant, il faut l'étendre et vraiment faire en sorte que cette transformation, elle soit totalement globale et elle concerne l'ensemble des aspects de l'entreprise. Mais pour nous, le principal enjeu, et on est vraiment au début d'apporter des réponses, c'est une nouvelle vision du beau. C'est-à-dire le beau ne pourra plus être ce qu'il était. Et tout l'art maintenant va consister à rendre le vert, à rendre le développement durable non seulement désirable, mais l'aider à construire des nouveaux codes de la beauté. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Comment rendre tout cela en correspondance, en harmonie avec une autre vision du beau, de la beauté, et donc quelque part avec une autre vision du monde, hein, qui fait plus de place à la relation probablement entre l'homme et le vivant. Et donc c'est là où on retrouve une notion véritablement de sens. Le beau, c'est celui qui est en harmonie avec la nature. C'est un peu ça qu'on essaye de construire. Merci à tous les deux. Merci d'avoir partagé ces analyses passionnantes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée aux enjeux du développement durable.